C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos, pour faire des grimaces. J'ai évoqué à plusieurs reprises la nécessité absolue du multi-âge dans la constitution de chaque entité scolaire. Le berceau d'une école du troisième type a été la classe unique. Un lieu fui par tous les enseignants qui arrivaient à lui préférer n'importe quel poste dans les banlieues les plus difficiles. Un lieu craint par les parents, prêt à tout pour éviter la fermeture d'une classe qui induirait plusieurs niveaux dans les autres classes. Dans la conception tayloriste de l'école, on peut facilement comprendre et les uns et les autres. Encore que ce qui fait le plus peur n'est pas tellement le multi-âge, mais surtout le multiprogramme. Et pourtant, il a existé et il existe encore des classes uniques, véritables îlots du bout du monde, défendus becs et ongles par leurs enseignants, les parents et parfois le village. Nous avons d'ailleurs défendu les classes uniques et tenté de nous lever contre leur éradication parce qu'elles préfiguraient l'école du XXIe siècle. Que s'était-il passé dans un certain nombre de ces classes? Chaque enseignant s'y trouve bien face au problème rationnellement impossible de distribuer simultanément 6 ou 7 programmes bien découpés. Même en passant des nuits en savante préparation et répartition de leçons, exercices, contrôles. Et comment obtenir que pendant que l'on s'occupe d'une tranche d'âge, les autres tranches fassent quelque chose hors de votre contrôle et ne troublent pas l'ensemble? Ce d'autant que lorsque vous avez parfois passé des heures à préparer des potions à ingurgiter pendant que vous êtes occupé avec d'autres, les dites potions sont exécutées en 2 temps 3 mouvements par une partie des enfants. Alors, un processus naturel pragmatique s'engage. Des découvertes se font, et cela a été pour ma part jusqu'à une école du troisième type. Comme il n'est pas possible de laisser les enfants inoccupés et attendant sagement et en silence que leur tour de présence du maître arrive, on installe un coin bibliothèque, un coin peinture. Lorsque vous avez fini, vous pouvez aller lire ou peindre en attendant, mais sans déranger les autres. Mine de rien, on instaure alors la possibilité de se déplacer et même la liberté de faire dans ces 2 endroits quelque chose que le maître n'a pas programmé. Mais qui profite de ces moments? Bien sûr, les meilleurs, qui finissent toujours plus tôt que les autres. Ce qui interroge quand même tout enseignant qui a le souci de donner à tous les enfants les mêmes possibilités. La capacité du questionnement est plus importante que la capacité d'apporter des réponses. Et puis, très vite, on se rend compte que 2 espaces pour lire et peindre, c'est un peu insuffisant pour occuper en permanence les potentiels trublions. Pourquoi pas alors un atelier bricolage dans la salle inoccupée, un coin mots croisés, un atelier marionnette sous le préau? Pourvu que les inoccupés soient occupés et qu'ils fichent la paix au maître. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos, pour faire des grimaces. Et voilà que l'espace et l'activité dans ces espaces deviennent peu à peu plus complexes, que la mobilité devient de plus en plus grande. Mais aussi, voilà que ces espaces produisent à leur tour des réalisations non prévues, non programmées, mais dont il faut bien faire quelque chose, et dont il serait peut-être dommage de ne pas profiter. Et voilà encore que l'activité intelligente va troubler l'ordre établi. Ce d'autant que ce qui se produit dans ces espaces l'est indifféremment des âges. Se pose alors le problème de l'organisation. Pas de réponse dans l'école traditionnelle. On se tourne alors vers ce qu'utilise la pédagogie Freinet. Celle-ci est très présente dans les classes uniques. On découvre le plan de travail. C'est tout simple et c'est génial. On peut y mettre à l'avance tous les exercices de bled ou les problèmes et même les fiches autocorrectives que l'on pense nécessaire de faire. Ce n'est pas révolutionnaire. Mais quel soulagement! Tu peux les faire quand tu veux dans la journée, mais pourvu que cela soit fait. On peut même le prévoir pour une semaine. Si le plan de travail n'est encore que l'instrument distributif du maître et qu'il va falloir que celui-ci soit assez coercitif, l'uniformité et le découpage du temps vont être quelque peu brisés.
Par la magie des fichiers autocorrectifs, des enfants pourront même aller plus ou moins vite et plus ou moins loin. Et peut-être même que dans ce plan de travail, on pourrait mettre d'autres choses. Dans la pédagogie Freinet, on trouve aussi le conseil coopératif, ou le quoi de neuf. Mais bon sang, bien sûr, la voilà la solution. Pour essayer d'organiser un peu tout ce que l'on n'avait pas prévu, de placer quelque part ce que les temps morts de chacun se mettent à produire, de les caser dans les interstices de la programmation magistrale, il faut un temps de concertation et d'organisation quotidien. Et une habitude s'instaure. Il devient même nécessaire que le maître augmente volontairement les interstices. Dans la pédagogie Freinet, on trouve évidemment le texte libre et la correspondance. Entre nous, dans une classe unique, meubler les temps inoccupés en disant aux enfants qu'ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ce n'est même plus à programmer à l'avance par le maître. Et c'est du français. C'est presque pédagogiquement correct. Il suffit de dire que c'est obligatoire, mais quand on veut, même si c'est quelque peu en contradiction avec le qualificatif libre. Mais en contrepartie, il va bien falloir en faire quelque chose de ces textes, ne serait-ce que les utiliser pédagogiquement. Tant pis alors si leur exploitation va avoir quelque mal à se caser dans les sacro-saintes et savantes progressions de l'apprentissage de l'écrit et de la grammaire découpées en tranches d'âge. On fait des entorses. Et puis aussi, il faut quand même motiver à l'écriture. Quoi faire de ce qui n'a pas été programmé par le maître, qui ne peut pas trop se mettre dans le cahier du jour? Toujours dans la pédagogie Freinet, on trouve le journal scolaire. Voilà la solution. En plus, cela peut être montré aux parents, et même apporter quelques sous. Mais cela va poser quelques nouveaux problèmes. Par exemple, celui du choix. Qui va choisir? Comment? Selon quels critères? Et bien sûr, le problème de sa réalisation, qui va prendre un nouveau temps, qui va encore amputer le temps général, nécessiter une organisation, un espace. La correspondance arrive à son tour à point nommé dans une classe unique dont l'enseignant a conscience de son isolement. L'isolement de la classe comme du sien. La correspondance est ressentie comme une nécessité autant que comme un moyen pédagogique. Et non seulement elle va demander de prendre et de trouver de nouveaux temps, mais elle va encore apporter des perturbations à l'organisation générale, puisque tout échange est porteur d'informations qui risquent de solliciter, de vous emmener dans l'imprévu. Ce qui a déjà été mis en place va aider à intégrer et permettre tout cela. Vous avez remarqué que dans cette description, certes simpliste et sommaire, d'un processus, ce qui n'était au départ que des interstices, des moments de dissipation à combler, devient peu à peu l'essentiel. Une organisation complexe et inhabituelle en est. Ce qui affole toujours un peu les enseignants. Je n'arrive plus à trouver le temps pour faire mes exercices de grammaire, de calcul, suivre le programme d'histoire ou de sciences. Et l'inquiétude. Sauront-ils tout ce qu'ils doivent savoir? Mais en même temps, ils découvrent que leurs enfants progressent, acquièrent et suivent au collège. Le ministère de l'Éducation nationale l'a lui-même involontairement confirmé par les travaux de Françoise Evrard de la très officielle Direction de l'évaluation et de la prospective. Plus rien n'empêche alors de poursuivre jusqu'à une école du troisième type. Je reviendrai sur les raisons de la nécessité absolue du multi-âge dans des structures qu'Ilya Prigogine a appelées structures dissipatives. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises.